Mesdames, Messieurs, bonjour, bonjour, chers amis téléspectateurs et bienvenue à cet autre rendez-vous de santé sur la télévision africaine Vision 4. Ce matin, nous allons faire un arrêt, je dirais, majeur pour parler effectivement des infrastructures sanitaires au Cameroun. Depuis pratiquement l'annonce de l'avènement de Santé pour tous à l'an 2000, où en est-on sur le plan des infrastructures sanitaires? Combien de structures à ce jour on a déjà eu à mettre sur pied? Est-ce que le Cameroun pourrait devenir véritablement une destination de tourisme médical dans les prochaines années? Ce sont là quelques interrogations que nous allons essayer d'apporter quelques réponses aujourd'hui avec les experts justement du ministère de la Santé publique, mais également avec les analyses des différents journalistes sur le plateau. Et vous, du côté de la maison, vous serez de la partie parce qu'il suffira tout simplement d'envoyer vos SMS via la messagerie normale ou via encore le code WhatsApp pour donner tout simplement vos contributions. Infrastructures sanitaires au Cameroun, où en est-on? Voilà donc la thématique principale de ce matin. Mais pour composer cette magie, je ne suis pas seul, je suis en compagnie de Benjamin Joe et Belé, à qui nous disons bonjour. Bonjour Joseph, bonjour à tous les téléspectateurs. C'est un plaisir une fois de plus de vous retrouver ce matin dans le cadre de notre santé. Elles sont nombreuses dans l'ensemble du territoire national à prendre corps, que ce soit du nord au sud, de l'est à l'ouest. On constate que le Cameroun est en chantier sur le point de vue des infrastructures sanitaires. Alors, ces infrastructures qui visent à mettre donc en œuvre le plan de stratégie concernant l'amélioration de l'offre de santé des Camerounais. Alors, où en est-on avec ces constructions? Nous essaierons d'apporter plus ample information durant cette information. Nous allons donc chercher à savoir non seulement la durée que mettra la construction de ces infrastructures, mais également du point de vue de l'équipement. Comment est-ce que l'équipement de ces infrastructures sera fait? Alors, avant d'entrer dans notre pas de résistance, la thématique principale, nous allons d'abord vous offrir ce dessert bien concocté par René Guénaël et Koto, qui est sur ce plateau avec la rubrique Astuces Santé. Bonjour René. Bonjour Joseph, bonjour Benjamin, un grand bonjour à tous ceux-là qui prennent la peine de nous regarder sur Vision 4 le samedi matin dès qu'il est 9h. Alors, ce matin, nous allons parler justement de l'alimentation, des différents éléments, ingrédients qu'on devrait retrouver parce qu'on l'a toujours dit, la santé commence par les aliments et une personne qui ne se nourrit pas bien, justement, est susceptible de développer pas mal de maladies. Et vous avez ce devoir, c'est agréable de voir là chaque samedi, de proposer justement à tous nos téléspectateurs quelques astuces concernant la santé. Ce matin, nous parlons de quoi, René? Vous l'avez bien dit, Joseph, ce matin, nous parlons des éléments de notre nutrition. Donc, c'est-à-dire les lipides, les protéines, les glucides. On entend beaucoup parler de ces éléments-là, mais généralement, on ne sait pas vraiment de quoi il s'agit. Donc, Astuce Santé de ce matin se propose de vous donner la définition de chacun de ces éléments, le rôle que chacun d'entre eux joue sur votre santé et également où est-ce que vous pouvez, dans quel aliment vous pouvez les trouver. Donc, nous allons commencer par les protéines. Ce qu'il faut déjà savoir, les protéines ou encore les protéines, c'est en fait la première source d'énergie de notre corps. Oui, les protéines, elles interviennent dans le fonctionnement, la régulation de nombreuses cellules dans notre organisme, il faut le dire. Donc, vous pouvez les trouver où? Dans le lait, dans les œufs. Et il faut savoir également qu'une carence en protéines peut vous amener vers des fatigues, des étourdissements et également des changements d'humeur. Également, nous parlons des glucides ce matin. Les glucides, ce sont ces éléments-là sans lesquels l'organisme ne peut fonctionner. C'est la principale, je dis bien la principale source d'énergie de notre corps. On les retrouve également dans certains éléments comme les yaourts. On les retrouve dans de la viande, du poisson encore. Et il faut aussi savoir que
le manque de glucides dans l'organisme peut vous mener à des changements d'humeur parce que lorsque vous n'avez pas assez d'énergie, l'organisme ne peut pas gérer de manière équilibrée votre humeur. Dernier élément est celui qui est au centre de toutes les polémiques, ce sont les lipides ou encore les graisses. Vous savez que de plus en plus de nos jours, on parle de l'implication des lipides dans certaines maladies telles que les maladies cardiovasculaires. Ici, sur ce plateau de notre santé, nous avons déjà parlé du rôle des lipides. Alors, il faut le savoir, les lipides interviennent dans les efforts de longue durée, notamment pour les sportifs. Il intervient également dans le cadre des jeûnes à longue durée. Donc, c'est un élément qui vous permet de garder la forme entre les repas. Donc, il ne peut pas être abstrait ou alors enlevé de votre alimentation. Où est-ce qu'on les retrouve? Dans les huiles, dans les margarines, surtout les huiles riches en oméga 3 et en oméga 9. Je parle ici de l'huile d'olive. On le retrouve également dans du poisson et de la viande. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que généralement, dans certaines télévisions, on parle éviter de manger trop gras, trop sucré, trop salé. Oui, cette formule est valable, oui, si vous respectez également l'équilibre. Donc, tout est une question d'équilibre dans l'alimentation. Il n'est pas question de soustraire les lipides ou encore les protéines. Donc, sachez que la suppression des lipides, des protéines ou des glucides dans votre alimentation ne vous enlève pas du danger de la maladie, mais plutôt vous expose encore plus. Donc, tout est une question d'équilibre. Respectez les équilibres dans la consommation de vos éléments nutritifs et tout ira bien. Alors Ronnie, entendre parler, ça veut dire que les gens qui ne déjeunent jamais avec du lait, avec du pain, qui ne consomment pratiquement pas des produits laitiers, qui voient les œufs, je veux dire les œufs une fois par semaine. Et à côté de ça, ça veut dire que par exemple, ces gens-là qui se retrouvent, je connais certains ménages où parfois même quand on a des moyens, on n'arrive pas à organiser des plats. Vous voyez des gens qui, tous les jours de lundi à vendredi, on mange riz sauce d'arachide. Vous voulez par là dire que ces gens-là, à un certain moment, peuvent avoir justement des soucis de santé? J'avais déjà parlé dans le cadre d'Astuces Santé, ici sur ce plateau, un jour de la place de chaque repas. On avait parlé notamment du petit déjeuner qui ne doit pas être enlevé, enlevé de notre alimentation. Donc, chaque élément, que ce soit le lait, le poisson, la viande, a son rôle dans notre organisme. Nous l'avons dit tout à l'heure. Donc, manger de la sauce d'arachide avec du riz tous les jours, ça vous expose à des carences en vitamines, en glucides. Je ne dis pas que la sauce d'arachide est mauvaise. Il y a là des éléments dont l'organisme a besoin, mais ce n'est pas seulement des éléments. Je dirais déjà que la sauce d'arachide en fait... elle est constituée de graines et les graines sont riches en lipides, elles sont riches également en glucides. Mais s'il n'y a pas de protéines, les protéines on les trouve dans du poisson. Si vous avez la sauce d'arachide sans poisson, bon. Donc, il faut manger équilibré et il faut essayer de consommer une large variété d'aliments, les légumes, les fruits, du lait, les yaourts. Donc, voilà ce qu'il faut dire. D'accord, on vous dira merci. Je pense que samedi prochain, on va également concocter quelque chose pour nos amis musulmans. Vous savez que c'est également la période du Ramadan avec le jeûne du mois de Ramadan. Je crois que samedi prochain, on fera cette astuce-là uniquement pour nos amis qui sont en plein jeûne, d'ailleurs à qui nous souhaitons un très bon jeûne. Oui, la semaine prochaine, le samedi prochain, nous allons proposer des astuces pour garder la forme lors du jeûne. Vous savez que c'est un exercice vraiment difficile, rester affamé à longueur de journée pour ne consommer qu'un seul repas la journée. C'est un exercice difficile. Donc, la prochaine édition d'Astuces Santé se propose de donner des éléments, des petites astuces pour manger équilibré, même en temps de jeûne. Donc, je pense qu'ici, on avait déjà parlé des lipides qui permettent de garder de l'énergie entre les repas et pour les exercices de jeûne à longue durée. Donc, j'aimerais déjà dire merci, un grand merci à tous nos téléspectateurs qui nous ont suivis ce matin. Alors, on vous souhaite tout simplement un très bon samedi. Nous allons directement aller, Benjamin, du côté de la régie avec la complicité de M. Félix Messanga, prendre dans le round-up
de la semaine, ce qui a fait l'actualité de l'information sanitaire au Cameroun. Effectivement, il faut le dire, l'actualité sanitaire du Cameroun a été marquée par plusieurs informations, donc nous vous proposons ce matin. Réunis depuis ces 6 jours à Brazzaville, les experts du comité technique consultatif de vaccination de l'Organisation mondiale de la santé pour l'Afrique examinent les avancées de la lutte contre les maladies qui déciment les populations en Afrique. Le cas de la poliomyélite, qui est sur le point d'être éradiqué du continent, est ici évoqué. La situation actuelle de la poliomyélite en Afrique, dans un premier temps d'abord, c'est que nous avons fait d'énormes progrès vers l'éradication de cette maladie importante qui, comme vous le savez, paralyse beaucoup de nos enfants et les empêche de mener une vie digne et productive pour la société. Donc au niveau continental, nous sommes pratiquement, ça fait presque 1 an, où nous n'avons plus enregistré de cas de poliovirus sauvage dans la région. Et plus particulièrement au Congo, cela fait quelques années où nous n'avons plus rapporté aucun cas de poliovirus. Même si l'on note d'énormes progrès, pour ce qui est de la lutte contre cette maladie, la sensibilisation reste de mise. Pour le moment, nous sommes en train de mener les toutes dernières campagnes pour donner un assaut final à cette maladie. On doit passer maintenant par une phase de consolidation de ce programme et une phase de transition. Une fois que la certification de l'élimination ou de l'éradication de la polio en Afrique a été déterminée, il faut passer à des activités de surveillance qui devront se poursuivre pendant plusieurs années, peut-être des décennies, et nous assurer qu'il n'y a pas de nouveaux cas de polio qui réémergent. Cependant, l'éradication de la poliomyélite en Afrique n'est pas la seule préoccupation du comité consultatif des experts de l'OMS pour l'Afrique. Les travaux qui se sont achevés ce mercredi ont réuni une centaine d'experts des pays membres de l'Organisation mondiale de la santé. Ce comité, rappelons-le, est chargé de formuler les orientations stratégiques dans le domaine des vaccins et de la vaccination. Le pied-bot, une déformation congénitale peu ou mal connue du grand public. Elle se manifeste par des pieds retournés vers l'intérieur et les orteils pointés vers le bas. Les pieds-bots sont une malformation congénitale qui est décelée à l'accouchement. Les pieds de l'enfant sont simplement dits en inversion, c'est-à-dire qu'il regarde de l'intérieur, et également le calcanéon, c'est-à-dire le bout du pied de l'extérieur, va en varus et les orteils remontent en inversion. À ce jour, les causes réelles de cette anomalie ne sont pas connues, mais il existe des thérapies pour la prise en charge. La prise en charge du pied-bot doit être précoce. Ça veut dire que très rapidement, dès qu'on constate que le pied-bot est présent, 1 semaine serait bien, ou 10 jours. En général, c'est le bon moment, c'est le timing, le bon moment pour prendre l'enfant en rééducation. Malheureusement, au Cameroun, certaines personnes assimilent encore le pied-bot à un problème mystique, d'où la difficulté dans la prise en charge. Certains parents ont encore une mauvaise connaissance des pieds-bots. Certains parents se disent que c'est une maladie liée à une sorcellerie. Et quand on les affronte dans le but de faire la prise en charge à l'hôpital, ils sont extrêmement réticents. Donc ce sont ceux qui ont beaucoup plus des problèmes de compréhension qui nous créent un peu des difficultés sur le terrain. Cependant, nous essayons de toucher les couches les plus basses pour que l'information puisse passer, de faire comprendre qu'au jour d'aujourd'hui, on réussit à corriger la déformation. Les campagnes de sensibilisation doivent donc se multiplier afin que les barrières qui empêchent l'accès au traitement du pied-bot soient brisées. Les travaux engagés dans le cadre de la réhabilitation du centre hospitalier universitaire de Yaoundé connaissent une lenteur comme celle toujours observée dans la plupart des grands chantiers au Cameroun.
La cacophonie au niveau des chiffres s'agissant notamment de l'avancée des travaux laisse sans nul doute entendre que les différentes parties que sont les directeurs d'entreprise, Alliance Construction, l'AMO d'une part et les utilisateurs que sont les responsables du CHU d'autre part ne sont pas unanimes. Les problèmes de coordination entre les responsables en charge du contrôle, la direction de l'hôpital et l'entreprise. Et c'est ce que je leur demande parce que la réhabilitation a toujours des pans de surprise. La libération d'espace par les utilisateurs et la remise de finition des zones sont entre autres quelques-unes des entraves relevées qui au quotidien ralentissent les travaux. Le ministre de la Santé appelle donc les différentes parties à travailler en symbiose. Le directeur général adjoint du CHU rassure les populations. Nous les réoccupions pour qu'on libère les autres espaces. Maintenant, s'il y a une urgence, ici tout de suite, nous allons répondre. Parce que nous sommes organisés pour que les services essentiels, les urgences du CHU fonctionnent, les hospitalisations fonctionnent. Le la a donc été donné une fois de plus par le ministre de la Santé pour que les travaux de la réhabilitation du CHU de Yaoundé soient achevés au plus tard le 20 décembre 2017. Les commerçants font partie de la catégorie de personnes particulièrement exposées au risque d'hypertension artérielle et ses complications. Au quotidien, ils se réveillent tôt et se recouchent très tard et parfois ils font le tour de la ville pour écouler leurs produits sous des intempéries. À l'occasion du mois de lutte contre l'hypertension en cours, une équipe des experts cardiologues sillonne les marchés de la capitale économique. Après le marché Ndokpasi 3 et marché Congo, cette fois, les commerçants du marché Mabanda de Bonabéry ont bénéficié des séances de sensibilisation et de dépistage gratuits. Pour avoir les informations, on demande à la personne s'il se connaît hypertendu et si oui, s'il est sous traitement. Et également d'autres questions concernant le diabète et le fait qu'il consomme du tabac. Après cela, donc, on prend ses paramètres, la tension, le poids, la taille et son tour de taille. Le but de la campagne même, c'est de rechercher des sujets qui sont hypertendus et de pouvoir sensibiliser toute la population, qui soit hypertendue ou non. Donc, et maintenant, si on constate donc qu'il y a un patient qui est hypertendu, donc on lui donne des conseils et maintenant on le réfère vers un spécialiste pour le suivi futur. Ici, près de 1500 commerçants ont répondu à l'appel. Salutaire d'abord pour nous parce que nous sommes des petits commerçants et nous n'avons pas toujours la chance, le temps d'aller même à l'hôpital prendre notre tension. Si ça pouvait se pérenniser, qu'au moins une fois par an, on vient de faire, nous serons très contents. Les commerçants en général n'ont pas le temps d'aller se faire consulter dans des centres. Et que vous vous êtes déplacé pour nous faire ça, c'est une belle idée. Une initiative qui va non seulement garantir la santé de cette cible, mais aussi la vie des populations. Sans les commerçants, je ne crois pas que le Cameroun va marcher. Pour ces raisons, nous sommes contents de faire ce mouvement dans les marchés. Comme ça, les commerçants peuvent se faire tester pour que notre pays soit bien. Cette opération s'achève samedi prochain. Voilà, vous le avez donc très bien compris que l'actualité a été très dense du côté du Cameroun, pas seulement au Cameroun, vu que nous sommes en Afrique, on est allé du côté du Congo également. Et chaque samedi, justement, nous vous proposons le round-up de l'actualité sanitaire. Précisons tout à l'heure que concernant le reportage sur les travaux de réhabilitation des hôpitaux de référence au Cameroun, au-delà du CHU, il y a également l'hôpital général de Douala, l'hôpital général de Yaoundé. D'ailleurs, au cours de cette émission, nous allons en parler et nous vous avons dit infrastructure sanitaire au Cameroun, où en est-on? Nous faisons donc le bilan et pour faire ce bilan, nous sommes en compagnie de Sylvain Awono Mvogo. Il est donc le chef de division des études et projets au ministère en charge de la santé publique au Cameroun. Il est également le coordonnateur du plan d'urgence triennal secteur santé. Donc également concernant le plan d'urgence triennal, il est donc la personne indiquée pour parler du volet santé. Et avec vous donc, Monsieur Awono, nous vous disons déjà merci d'être venu sur ce plateau et bonjour.
Bonjour, merci de nous offrir l'occasion de nous exprimer ce matin sur ce sujet emblématique qu'est le plan d'urgence, entre autres. Merci. Alors, Benjamin, d'entrée de juin, nous allons commencer par un état des lieux. Quelle est la situation? Combien d'infrastructures sanitaires nous avons aujourd'hui sur l'ensemble du territoire, partant justement des centres de santé jusqu'aux hôpitaux de référence? Merci de poser ce problème-là. En fait, aujourd'hui au Cameroun, la situation, aborder le problème de cette façon, brutalement, est peut-être importante, mais je voudrais rapidement essayer de l'étager un tout petit peu, si vous permettez. Allons-y. En réalité, pour mieux comprendre le nombre de formations sanitaires au Cameroun, il faut comprendre les différents niveaux de formation sanitaire. Il y a ce que nous appelons la pyramide sanitaire, qui comprend 6 niveaux. La base, c'est les centres de santé intégrés, suivi des centres médicaux d'arrondissement. Après les centres médicaux d'arrondissement, nous avons ce qu'on appelle les hôpitaux de district. Et après les hôpitaux de district, nous avons les hôpitaux régionaux. Après les hôpitaux régionaux, nous avons les hôpitaux centraux. Et au dernier niveau de l'échelle, nous avons les hôpitaux de référence. Globalement, nous avons à peu près 6 000 formations sanitaires. Plus exactement, c'est 5 880 formations sanitaires. Au niveau des centres de santé intégrés, nous avons à peu près, parmi les centres de santé intégrés, toutes catégories confondues, on est autour de 4 800 quelque chose par là. Et au niveau des formations sanitaires publiques, centres de santé, nous avons 2200. Tout cassé. Et en ce qui concerne les centres médicaux d'arrondissement, nous avons en général, nous avons actuellement 236 centres médicaux d'arrondissement. Et pour les hôpitaux des districts, il y en a 189, dont 165 publics. Ça veut dire qu'un hôpital peut être un hôpital de district et en même temps être un hôpital privé. Ça veut dire qu'un hôpital de district n'est pas forcément un hôpital d'État. En particulier parce qu'il est dans une zone et dont l'activité est leader, peut en faire un hôpital, peut devenir un hôpital privé, de district. Et au troisième niveau, nous avons les hôpitaux régionaux. Dans les hôpitaux régionaux, vous entendez très bien, c'est l'échelle des régions. Nous en avons 14. On n'a pas 14 régions, mais on a 14 hôpitaux régionaux. Et pourquoi? Tout simplement parce qu'il y a ce que nous avons appelé... D'abord, le système de santé ne fonctionne pas comme le système administratif classique. L'élément de base de l'hôpital de santé, c'est l'aire de santé. Alors que dans le système administratif, on raisonne en termes de communes, de mairies, et ainsi de suite. Donc, pour nos aires de santé, il peut arriver qu'une aire de santé ait un hôpital, un centre de santé, 2 centres de santé, 3 aires de santé, qui est l'unité de base. Mais pour répondre à votre question d'une manière précise, les hôpitaux régionaux, il y a des hôpitaux régionaux dans l'échelle des régions. Et il y a des hôpitaux, parce qu'ils sont dans une zone qui draine une population assez importante, on décide, de par leur plateau technique, d'en faire des hôpitaux régionaux. On les appelle des hôpitaux régionaux annexes. Parmi ces hôpitaux régionaux, en dehors de Garoua, Maroua, Ngaoundéré, Bertoua, Ebolova, Bamenda, le premier hôpital au sud-ouest régional, c'est plutôt à Limbé. Et l'hôpital régional annexe se trouve plutôt à Boya. Et dans l'extrême nord, à Yos, dans le centre, nous avons l'hôpital régional d'Ayos. Et dans l'extrême nord, nous avons Kousseri, qui est un hôpital régional. Nous avons Yagua, qui est un hôpital régional. Tout ça cumulé, nous nous trouvons avec 14. Ça ne correspond pas forcément à des... Il y a en Konsamba et Edea, j'allais oublier. Edea, de par sa position stratégique, vous savez, Yaoundé-Douala, c'est une zone assez accidentogène. Il y a l'axe Kribi qui est à côté. C'est un hôpital dont la position est telle qu'on est obligé de lui donner un plateau technique capable de desservir ces zones de croisement. Voilà quelques éléments. Et il y a maintenant au niveau des hôpitaux centraux. Il y a les hôpitaux centraux, l'hôpital central de Yaoundé, de Douala, le CHU, l'hôpital central Jamou, l'hôpital Jamou, l'hôpital La Quintini. Et en plus de ces hôpitaux-là, qui sont au niveau de l'administratif, nous avons tendance à affecter la Fondation Chantal Biya en hôpital central, puis la garnison militaire est assimilée à l'hôpital central, ainsi que la CNPS au niveau de Yaoundé, qui sont assimilés à des hôpitaux centraux. Et il y a 4 derniers, c'est les hôpitaux de référence, l'hôpital général de Douala, l'hôpital général de Yaoundé, le CHU, l'hôpital général gynéco-obstétrique et pédiatrique de Yaoundé, et l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala qui vient d'être construit, ça fait 5. Alors, Benjamin, avant de revenir, je sais que vous avez beaucoup d'interrogations ce matin. Alors, avec tout ce
plateau technique, toutes ces infrastructures sanitaires que vous venez justement de présenter à Mondovision, qu'est-ce qui fait justement, comment expliquer qu'en 2017, on se retrouve encore dans des situations où on dit que l'offre en infrastructure n'est pas suffisante? L'offre en infrastructure dans notre système, à l'heure, n'est toujours pas suffisante. Vous savez, tout dépend de la stratégie que l'on poursuit. Tout dépend de ce que nous visons. Et ce que nous visons d'une manière précise, c'est beaucoup plus arriver à rapprocher la population de plus en plus des soins. C'est ça l'objectif qui a été donné. Et au niveau de la base et au niveau du sommet, faire du sommet de la pyramide sanitaire un véritable hub, destination médicale, où on peut arriver à résoudre des problèmes qui jusqu'à présent faisaient l'objet de différentes évacuations. Cela nous amène à parler d'une manière rapide de ce que c'est que l'offre actuelle. L'offre actuelle et les orientations que nous avons se situent à deux niveaux. Depuis 2000, d'une manière rapide, depuis 2000, nous avons amorcé un système de densification de la base au niveau des infrastructures. Vous conviendrez avec moi qu'on a l'impression d'entendre aujourd'hui de plus en plus de centres de santé intégrés. C'est vrai, mais ces centres de santé intégrés, c'est à partir de 2002, 2003, 2004 que le FLO, avec le programme de 1000 centres de santé qui avait été lancé dans les années 2003-2004, qui, sous le boostage de fonds PPTE qui arriveront dans les années 2005, 2006, 2007, permettront à ce que cette densification au niveau de la base se mette en place. À côté des fonds PPTE qui ont permis de faire cela, nous avons ajouté d'autres services, d'autres financements complémentaires au niveau de la base. Mais jusque-là, vous convenez avec moi qu'il y a des zones au jour d'aujourd'hui où, pour arriver dans un centre de santé intégré, ça reste difficile. Le véritable enjeu est l'adéquation, la maintenance, l'adéquation entre ces différentes distances, entre ces équipements existants, la disponibilité en personnel. Cette adéquation-là, qui peut donner l'impression que malgré la densité, malgré avoir l'impression que vous avez l'impression qu'ils sont nombreux et que c'est dense. Mais en réalité, ce n'est pas aussi dense que cela. Si on remonte au niveau du sommet, au jour d'aujourd'hui, je ne sais pas si je peux me permettre d'aller, bien alors... Nous allons revenir tout à l'heure sur les détails, Benjamin. Alors, docteur, vous avez tantôt évoqué le problème d'accessibilité. J'aimerais savoir concrètement, parlant de l'étude de faisabilité, quand il s'agit de mettre sur pied une infrastructure sanitaire, alors est-ce que l'étude de faisabilité n'étudie pas à peu près la position géographique, la position stratégique pouvant permettre à tout patient de pouvoir accéder de manière simple à cette formation sanitaire? Merci pour votre question. Je vais apporter une petite précision. C'est vrai, je suis ministre de la Santé publique, mais je suis architecte urbaniste. Donc, pour la question que vous posez, on ne peut pas, quel que soit le niveau d'intervention en termes d'infrastructure, on ne peut pas intervenir sans qu'il y ait une étude, qu'elle soit de faisabilité ou pas. Le socle de base, c'est la disponibilité d'une étude qui est là. Maintenant, en fonction du type d'hôpital ou du type d'infrastructure hospitalière à mettre en œuvre, je prends le cas des hôpitaux, à partir des hôpitaux de district, qui sont en réalité la pyramide intermédiaire, le plateau intermédiaire entre le niveau le plus bas et le niveau au-dessus. À partir de ce niveau-là, commence, si on a 3, 4, 5 à mettre en œuvre, une faisabilité. Et la faisabilité tient justement compte de tous ces critères. Je vous ai parlé tantôt des aires de santé. On ne s'y mixe pas comme ça pour dire qu'on va faire une infrastructure. Ces infrastructures qu'on construit répondent à un besoin par rapport aux différentes aires de santé, par rapport à par rapport à la population qu'on retrouve sur la localité, par rapport à l'accessibilité physique, proximité physique ou non de la population. C'est tous ces critères-là qui sont analysés dans le volet études de faisabilité et permettent à ce que nous sortions nous nous retrouvions avec un projet que nous appelons dimensionné
on peut se retrouver avec, je prends un exemple tout simple, on peut se retrouver avec 2 hôpitaux de district. Un à Angon et un autre à la Cité Verte. La Cité Verte, vous verrez que c'est un hôpital de district hyper dense, qui d'ailleurs va connaître, se retrouve divisé, le district se retrouve divisé au point de créer un autre district qui vient d'être mis en place du Sine Bissau. Parce que la population était très dense et la demande ne correspondait plus. Alors que dans d'autres Angon, il y a une population qui est un peu moins et l'hôpital district est encore en train de se mettre en place. Et il conviendrait de le densifier. Ça, c'est l'exemple. Et vous verrez qu'il y a des hôpitaux de district qui sont bien moins densifiés. C'est ça qui fait qu'on définit la taille. Donc, on aura 2 hôpitaux de district, mais ils n'auront pas force. Ils auront le même plateau technique, mais en termes de capacité d'accueil, par exemple, on peut avoir 50 lits, 75 lits, 100 lits, ainsi de suite. Voilà. Pour répondre à votre question, c'est sur la base des faisabilités technico-financières et faisabilité sanitaire qu'on arrive à implanter les infrastructures. Restons au niveau de l'étude, parce qu'aujourd'hui, un autre problème décrié sur le terrain, c'est justement également au niveau de la maintenance, de l'entretien de ces infrastructures. Ce que nous aimerions savoir, si au moment où justement vous vous engagez à mener l'étude pour la construction d'un hôpital, est-ce que le volet, ça veut dire après construction, volet maintenance, est-ce que ce volet est justement également considéré dans les études? Vous, en tant que justement chef de division des études et projets au ministère de la Santé. Merci. Disons que ce que je peux dire à ce sujet, c'est qu'il faut comprendre 2 choses. Un projet a un processus. Il y a l'avant-projet, la phase avant la mise en place du projet, où on retrouve l'étude, où on retrouve tout ce qui est préalable, les études de faisabilité et autres. Il y a le projet lui-même, qui est mis en œuvre pendant une période, et l'après-projet. Quand on fait l'étude, on intègre forcément, on y pense. La faisabilité intègre la maintenance passive sur les équipements, la maintenance curative sur les équipements. Elle intègre comment le logement, le cadre construit va être maintenu sur le plan de l'infrastructure. Mais il y a une composante qu'on ne voit pas, c'est qu'une fois que l'infrastructure est finie et qu'elle est mise en service, c'est une autre équipe qui prend la relève et qui doit donc assurer, sur la base soit des plans de maintenance qu'on aura mis à disposition, soit sur la base des contrats de maintenance qui sont mis à disposition, qui pourraient être mis à disposition suivant les cas. Quand il n'y a pas de contrat de maintenance, il est recommandé aux gestionnaires de la formation sanitaire de mettre sur pied un contrat de maintenance afin d'assurer d'une manière pérenne la maintenance des équipements. Et là, ça revient maintenant à une gestion interne du responsable de la formation sanitaire. Et là, c'est suivant les cas. Vous verrez qu'il y a des formations sanitaires parfaitement maintenues, où les équipements fonctionnent bien, et il y a d'autres qui le sont un peu moins. Donc, je tenais à préciser ça. C'est toujours intégré, c'est généralement intégré, mais tout est dans le processus de mise en œuvre. Surtout que c'est une composante qui échappe au volet de celui qui met en place l'infrastructure, une fois que l'équipement est... Alors, parlant de ce processus de maintenance, n'y a-t-il pas une certaine harmonisation quand il s'agit de la maintenance de ces infrastructures sanitaires, quand on sait qu'on se retrouve parfois à 10 ans, on laisse le matériel ou encore l'infrastructure en question devenir vétuste? Alors, n'y a-t-il pas une périodicité, n'y a-t-il pas un calendrier précis qui admet la maintenance de ces équipements? Il y a une chose qu'il faut comprendre. Je vais intervenir à 2 niveaux. Le premier niveau, c'est l'équipement en tant qu'équipement. Parce qu'un hôpital n'a pas un équipement. Il y a un ensemble d'équipements. Quand on acquiert l'équipement, il y a d'abord, pendant une période, c'est la période de garantie, où la maintenance est systématiquement assurée par le responsable, par la société qui a livré l'équipement. Maintenant, je vous ai parlé tantôt du processus qu'on devait mettre en place, qu'on devait laisser à la disposition des infrastructures, de celui qui hérite de l'infrastructure. C'est le plan de maintenance. Ce plan de maintenance dit quoi? C'est le plan de maintenance qui permet de dire à telle période, à telle périodicité, tel équipement devrait pouvoir subir telle mutation, tel changement de manière curative. Et ça, c'est une gestion interne.
que je tenais à vous dire. C'est une gestion interne liée au gestionnaire de la formation sanitaire qui se charge, en cas de besoin, de recruter un consultant, généralement au niveau des formations sanitaires de première catégorie, c'est-à-dire les hôpitaux généraux, certains hôpitaux centraux, et rarement, ça peut arriver au niveau des hôpitaux régionaux. Mais au niveau des hôpitaux, au niveau de la base, c'est un peu une gestion au quotidien en fonction des ressources disponibles et de quelques subsides qui peuvent parvenir. Voilà ce que je peux dire sur le volet maintenance, qui reste un volet prioritaire. Mais au jour d'aujourd'hui, certainement on va y arriver, dans les nouveaux programmes que nous mettons en place, notamment le Planut, la dimension maintenance fait partie intégrante comme une des actions qui suit la mise en œuvre avec la sortie des contrats de maintenance sur une durée minimum 5 ans. Alors, nous allons prendre un autre volet de cette émission. Depuis pratiquement 3 ans, 4 ans aujourd'hui, tous les téléspectateurs, les Camerounais, bien évidemment, constatent une mutation au niveau de la carte sanitaire du Cameroun. On a observé la construction et la mise en place de pas mal de formations sanitaires, les stades de l'hôpital de référence de Sang-Milima. On a vu l'hôpital gynéco-obstétrique et pédiatrique de Douala. On a vu le centre des urgences de Yaoundé, le Curie. Et aujourd'hui, on apprend également le lancement de chantiers de 8 hôpitaux régionaux de référence dans les 8 régions, excepté Yaoundé et Douala. Qu'est-ce qui explique justement qu'à ce jour, à un moment comme ça, les pouvoirs publics s'engagent à construire autant d'infrastructures sanitaires? Merci. Je vous ai expliqué tantôt que pour comprendre ce système, il faut comprendre la vision, l'objectif poursuivi. L'objectif poursuivi ici est de faire du Cameroun une zone où la population devrait se déplacer le moins possible. Quand je me suis permis de vous intéresser, de vous éclairer sur les composants de la pyramide sanitaire, c'est parce que justement, il est important de comprendre à chaque niveau pourquoi on met telle infrastructure. Nous avons aujourd'hui au sommet de la pyramide 3 hôpitaux qui sont en train d'être réhabilités dans le cadre du plan d'urgence, l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital général de Douala et le centre hospitalier universel de Yaoundé. Ces réhabilitations font partie de la mise à niveau du niveau 1 de la pyramide sanitaire. Jusqu'à date, c'est les quelques hôpitaux qui étaient les plus en vue qu'on devait maintenir le plateau. Mais au niveau des différentes régions, quand on avait besoin de faire une intervention, on était obligé de partir de Bamenda, de Boya, parfois pour revenir sur Yaoundé, pour des interventions qui pourraient être faites en région. Voilà ce qui explique qu'en deuxième niveau de la pyramide, les hôpitaux centraux, le gouvernement a décidé de lancer 8 centres hospitaliers, qui ne sont d'ailleurs pas tous. Ils sont tous à vocation hospitalière généraliste, mais avec des pointes particulières. Nous allons y revenir. Le temps pour nous d'aller justement à la rencontre de l'entreprise chargée de la construction de ces 8 hôpitaux régionaux de référence. Aujourd'hui, il y a pas mal d'interrogations tout autour. Nous sommes allés justement rencontrer l'entreprise qui est chargée de cela pour en savoir quelles sont les spécificités techniques des gens. Effectivement, les spécificités techniques de ces 8 infrastructures qui sont donc en train de prendre corps, question d'améliorer l'offre sanitaire sur l'ensemble du triangle national, nous ont été apportées par l'entreprise en charge, et c'est à travers cet entretien mené par Joseph Mengo. Bon, le groupement Alliance a eu dans ce Planut à faire la conception et la réalisation de 8 hôpitaux, 800 logements et 3 plateaux techniques à réhabiliter. C'est-à-dire qu'on dit réhabiliter, c'est pas seulement réhabiliter, mais élever le niveau. C'est-à-dire c'est un relèvement de plateaux techniques. Parce qu'on les a trouvés dans un niveau, on va les relever à un autre niveau. C'est ça. Donc, les plateaux techniques concernés, quand on dit plateaux techniques, pourquoi on dit plateaux techniques? Parce que finalement, on ne s'intéressera que plateaux techniques. Donc, tout ce qui tourne autour des
des blocs opératoires, des cardiologies, tout ça, quoi. Parce que tout ce qui est administratif, tout ça, ce n'était pas notre but. Alors, le plateau technique concerné, c'est l'hôpital général de Yaoundé, l'hôpital général de Douala et le CHU de Yaoundé. La construction des hôpitaux, c'est tous les chefs-lieux hors Douala et Yaoundé, parce que quand même, ils ont déjà des hôpitaux existants. Donc, on va construire des hôpitaux, un hôpital gynéco-obstétrique à Ibolova, un hôpital gynéco-obstétrique à Bafoussam, un hôpital gynéco-obstétrique à Garoua. Alors, on va aussi construire 2 CHU, 2 centres hospitaliers universitaires, un à Bamenda et l'autre à Boya. Et on a 3 hôpitaux qui restent, ce sont des hôpitaux de spécialité. On a vu qu'au nord, il y a un problème ophtalmologique. Donc à Maroua, on va construire un hôpital dont la concentration sera plus orientée vers l'ophtalmologie. Il y aura d'autres services, mais l'ophtalmologie, ça sera un point focal. On va construire un hôpital en Gaoundéré, qui est un hôpital de spécialité générale. Donc il n'y a pas de spécialité là-dedans. Et on va construire un Bertoua, qui a plus une concentration sur l'endocrinologie. Donc voilà les hôpitaux qu'on va construire avec leur spécialité. La conception d'un hôpital, ce n'est pas si facile que ça. L'étude à soir, déjà, on a pris comme hôpital pilote, c'était Ibolova. On s'est dit qu'on va s'exercer à Ibolova pour savoir qu'est-ce qu'on veut exactement, quel hôpital on veut. Ça a pris un certain temps pour la conception de cet hôpital. Et par la suite, on a juste adapté aux autres régions. Ça a pris un certain temps. Les études, ils l'ont pris pratiquement, c'était prévu sur 8 mois, ils l'ont pris pratiquement 12 mois, quoi. Pourquoi? Parce qu'on sort ce genre d'hôpitaux, quoi. Parce que finalement, on ne voudrait pas faire des hôpitaux de brousse. Ou c'est des hôpitaux qui sont un petit peu, c'est des bâtiments qui sont embriqués les uns sur les autres. On voudrait faire des hôpitaux aux normes internationales et qui ont de type 2, quoi. Et qui répondent à la demande, non seulement à la demande du pays, mais à la demande même pour les pays riverains. On a fait un modèle des hôpitaux, un modèle modulaire. Vous savez, comme vous voyez, je ne sais pas, je peux peut-être vous donner une vidéo d'une présentation d'un hôpital parce qu'on se balade à l'intérieur. Ça permettra de voir beaucoup plus rapidement. Mais ce sont des hôpitaux très fluides, ce sont des hôpitaux modulaires, c'est-à-dire qu'on peut embriquer. Et on a essayé de travailler sur tout ce qui est lumière du jour, une ventilation naturelle, pour donner un aspect quand même. C'est pour ça qu'on a des grandes hauteurs, on a beaucoup de baies vitrées, on a des grandes fenêtres, pour donner un aspect déjà esthétique à l'hôpital. Un malade, quand il rentre à l'hôpital, 50% de la guérison, c'est l'esthétique de l'hôpital, c'est comment il est accueilli, c'est comment il est traité, etc. Ça fait partie, ça fait 50% de la réussite, enfin de sa guérison. Donc on était parti dans ce sens, c'est-à-dire finalement il faut avoir des hôpitaux de haute technicité d'ailleurs. Les équipements qu'on va mettre en place, vous savez qu'un hôpital aujourd'hui, le budget c'est 15 milliards, 10 milliards à peu près, entre 9 à 10 milliards pour la construction et 5 milliards pour les équipements. Donc le ministre de la Santé, il a tenu à ce que tout le matériel qu'on va mettre en place, ça sera du matériel de top niveau, de haut niveau. Donc on va avoir quand même un matériel à disposition des professionnels d'un haut niveau. Donc les normes sont des normes internationales. Donc ce sont des hôpitaux, c'est-à-dire la conception qu'on a faite, c'est la conception pratiquement européenne. J'ai dit même plus, parce que finalement, ces hôpitaux, la conception de ces hôpitaux, c'est vraiment, ils respectent les dernières normes en matière de santé. Donc, ce sont des hôpitaux qui valent de loin tous les hôpitaux du Maghreb et même de l'Europe. Donc, moi, c'est l'objectif du Cameroun de s'engager dans le tourisme santé. Je crois que là, ils sont très bien servis. Reste l'hôtellerie à mettre en place. Mais l'infrastructure sanitaire, elle est là. Aujourd'hui, on était le groupe numéro 1 au niveau du BTP, si on faisait des bâtiments et des travaux publics. Aujourd'hui, c'est un très gros point de Maroc. On a édifié énormément. On était dans le GH, on était dans la construction à haut niveau. On a fait beaucoup de social au Maroc, beaucoup de social. Et on a construit des hôpitaux, on a construit beaucoup de choses au Maroc. La Banque Atlantique continue parce que comme la Banque Atlantique, le groupe, le siège est au Côte d'Ivoire, donc à Abidjan. Et ils savent très bien ce qu'on fait de l'autre côté. Donc ils nous ont contactés pour voir est-ce qu'il y a possibilité de collaborer ou de faire un consortium pour
édifier ici, pour construire ici. Donc on est venu et ça a été déclenché dans ce sens. Vous venez donc là de suivre justement l'entreprise chargée de la construction. On a vu également les différentes maquettes des formations sanitaires en cours de construction. Ce qu'on aimerait savoir, monsieur Awono, aujourd'hui avec cette vision, avec autant d'infrastructures, on s'attend à des délais de livraison 2018-2019 au plus tard. Est-ce qu'après cette construction-là, le Cameroun pourrait devenir une destination de tourisme médical? Merci pour cette question, qui est une question stratégique en réalité. C'est un peu l'objectif, c'est un des objectifs poursuivis par notre nouvelle stratégie sectorielle de la santé publique. En réalité, si le système sanitaire, d'une manière générale, est mis en place, avec des plateaux techniques correspondant à chaque niveau, comme structure de base, le plateau technique conséquent devrait suivre. C'est-à-dire quoi? L'hôpital n'est pas que l'infrastructure, n'est pas que l'équipement. Il y a tout le volet formation. Donc, une fois l'infrastructure achevée, parallèlement mise en place le système de formation, vous conviendrez avec moi que si tous ces postes-là sont pourvus et que tous ces hôpitaux sont en service, on n'aura plus besoin de se déplacer et de quitter du nord pour aller à Yaoundé ou bien de l'extrême nord pour aller à Yaoundé ou à Douala. Et le Cameroun disposera là d'un outil et d'un potentiel fort permettant d'en faire une destination médicale dans la sous-région. Parce que pour beaucoup de régions, sur le plan de la quantité d'une part, sur le plan de la qualité, la technologie qui y est mobilisée, qui est prévue d'être mobilisée dedans, et sur le plan de l'organisation, puisque il y a un volet que le chef de département actuellement essaie de développer sur l'instruction du chef de l'État, notamment la couverture santé universelle, qui devrait s'appuyer sur cette ossature médicale. S'il n'y a pas cette ossature infrastructurelle, il serait très difficile de pouvoir envisager cet aspect des choses. Donc, nous pensons que si tout est mis en œuvre, l'infrastructure, le plateau technique correspondant, entendu, équipement, plus personnel, nous nous voyons bien en train de mener et de devenir leader, tout au moins dans la sous-région, dans le domaine sanitaire. Juste une petite question, Benjamin, avec votre permission. Est-ce que dans le cadre de ces études-là, est-ce qu'on a considéré justement le volet ressources humaines? Parce qu'une fois que tous ces hôpitaux-là devront être opérationnels, il faudra pas mal de ressources humaines sur toutes les spécialités. Est-ce que cela a été considéré dans les projets? Merci de nous poser cette question. En fait, c'est l'occasion de dire que c'est mené concomitamment. C'est un dossier qui est porté par une autre direction, mais qui est mené par le département ministériel. C'est-à-dire que concomitamment, il y a un plan global des besoins exprimés dans la matière, un nombre de besoins identifiés par formation sanitaire, des besoins identifiés pour l'ensemble du programme. Et si tout ce plan pouvait être mis en place, l'ensemble du projet décollerait et fonctionnerait. En fait, c'est pour dire qu'on ne peut pas envisager un programme comme celui-ci sans qu'il y ait cette composante, mais elle n'est pas directement portée par... elle n'est pas directement rattachée au volet infrastructure, mais c'est une composante importante qui est mise en place dans le cadre de ce programme. Alors, M. Awono, revenant sur le volet infrastructure, on a l'habitude d'arrêter une date pour la durée des travaux et parfois la livraison n'est pas faite à temps. Alors, est-ce que dans cette étude-là, quand vous faites l'étude de faisabilité, vous envisagez à ce que peut-être la date soit recalée à quelques mois de plus? Je dois dire qu'il y a plusieurs raisons qui peuvent justifier qu'un chantier ait des glissements de délai. Et il est difficile de prévoir qu'on sera calé net dans le délai.
Mais ce qui est certain, c'est que quand on s'engage dans le cadre d'une convention comme celle-ci, le projet dont nous faisons l'objet, dont il est question ici, le plan d'urgence, est un projet particulier, où c'est la même entreprise qui est chargée et de la conception, et de la réalisation, et de l'acquisition des équipements biomédicaux. La même. Donc, nous pensons que si elle arrive à s'organiser d'une manière optimale, ces délais pourraient être atteints à condition que un certain nombre de décisions au niveau managérial puissent être prises et au niveau de la structure en charge de ce projet. Mais nous constatons, il faut le dire, un glissement progressif qui apparaît aujourd'hui, qui n'est pas dans le sens de nous galvaniser. Et nous espérons que le projet, d'une manière générale, va atteindre sa phase croisière. Parce que vous savez, dès qu'on a lancé ce que nous appelons le gros œuvre, on fait le clos couvert, le reste des pièces, c'est des acquisitions, des finitions et des acquisitions. Et les acquisitions, certes, ont l'air faciles, mais elles ont un délai. Nous espérons, tout au moins, livrer quelques-uns, mais on ne peut pas garantir à date que tous les délais annoncés vont systématiquement être respectés. Mais nous pensons que tout le monde devrait mettre du sien pour atteindre cet objectif. Parce qu'il va de l'intérêt de toute la population, de la santé de tout le monde. Alors, dernière question. On parle généralement, après la livraison de l'infrastructure, on parle de réception. Alors, quand on atteint la phase de réception, qu'est-ce que cela veut dire concrètement? Encore que, quand on parle de réception ici, sur le plan de l'infrastructure, ça peut être intéressant pour les autres infrastructures, mais pour le cas d'un hôpital, la réception n'est pas la phase cruciale. Réceptionner, ça veut dire que l'infrastructure est finie et on peut déjà y mettre un certain nombre d'équipements dedans. Mais pour le milieu hospitalier, qui est à la fois et l'infrastructure, et les équipements à l'intérieur, et le plateau technique, on parle plutôt de mise en service. On fait une réception, et quand on a réceptionné, on met en service. Le mettre en service, ça veut dire qu'on teste pour s'assurer que l'hôpital peut démarrer, et généralement, elle se fait d'une manière progressive. Voilà ce que je peux dire à ce niveau. En 5 secondes, question simple, est-ce que vous pouvez, vous en tant qu'aujourd'hui, chef de la division des études et projets et coordonnateur du plan d'urgence triennal secteur santé, rassurer les Camerounais de ce que d'ici 2019, ils n'auront plus les problèmes d'accès aux formations sanitaires? Nous pensons que si tout est mené normalement et que les engagements pris de part et d'autre mis en œuvre, nous devons pouvoir disposer d'un plateau technique permettant à éviter aux Camerounais des déplacements jusque-là effectués dans de longues distances au niveau du territoire national. Ça, nous le pensons et c'est l'objectif que nous poursuivons et nous mettons tout en œuvre sur le plan technique pour que ce projet puisse arriver à échéance. Nous vous disons tout simplement merci, M. Awono, d'avoir accepté l'invitation de notre santé pour faire l'état des lieux des infrastructures sanitaires au Cameroun ce matin. Nous vous remercions. Merci, mesdames et messieurs. Vous avez été très nombreux à nous écrire, à chercher, à nous joindre par téléphone. Nous n'avons pas pu ce matin, justement, lire prendre des SMS, mais nous vous promettons que samedi prochain, nous laisserons la part belle, justement, à la lecture des SMS et autres réactions. Nous disons merci à toute la grande équipe de production, à Bill Anvela, à Parfait Dongo, à Félix Messanga. Nous pensons également à Jeff Fouda. Merci à Roni et Koto qui étaient sur ce plateau. Merci également aux diffuseurs. Benjamin, nous dirons également merci à Ernest Obama pour la coordination, au président directeur général du groupe L'Anecdote, Jean-Pierre Amourou Belinga. Merci à tous ceux-là qui nous permettent de faire cette grande production tous les samedis. Stop et fin pour ce samedi. Au nom de toute cette grande équipe, nous vous disons donc merci. Restez en compagnie des programmes de la télévision africaine qui se poursuivent dans quelques instants, en compagnie des femmes. Placez de Dieu aux femmes ce samedi, et c'est à travers Femme Attitude. Bonne suite de programme.